Au cœur du désert, il existe une forêt pas comme les autres. Ce ne sont pas des arbres, ce sont des survivants. Leurs bras épineux tendus vers le soleil, ils ont su prospérer dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Leurs épines sont acérées, leur écorce est dure, mais après la pluie, ils se transforment. De petites feuilles vertes apparaissent, et le désert paraît vivant un instant. Cette plante me rappelle pourquoi j'aime le désert. Il est rude, il est impitoyable, mais il est aussi plein de surprises. Et dans des endroits comme celui-ci, on a l'impression que tout est possible. Ce n'est pas ce à quoi on s'attend quand on pense à une forêt, mais la voilà. Des épines imposantes, des branches torsadées et un silence qui semble différent. Comme si le désert retenait son souffle. Et pour un gars qui construit une forêt désertique dans une autre partie de la propriété, ce genre de sensation me parle vraiment. J'ai parcouru beaucoup de déserts, mais ici cet endroit est vraiment à part. C'est étrange, c'est magnifique, et ça te pousse à te demander comment quelque chose comme ça a-t-il bien pu se produire. Viens avec moi pendant que je jette un coup d'œil. Je suis très enthousiaste pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous faisons une petite pause dans la construction de ma forêt désertique dans l'endroit le plus isolé du Texas. Nous allons marcher jusqu'à un endroit tout aussi isolé qui est la forêt désertique la plus étrange que je te promets d'avoir jamais vue. Ceci se trouve dans le coin nord-ouest de ma propriété. Et une grande partie de la raison pour laquelle je suis impatient d'y aller, c'est que je ne suis littéralement jamais allé dans cette partie de la propriété depuis que je la possède. La seule fois où je suis allé là-bas, c'était en janvier 2022, au moment où j'ai réellement fait l'achat. Et je faisais une promenade pour m'assurer que je savais dans quoi je m'engageais, au lieu de simplement me lancer tête baissée. Comme 95% des gens qui achètent un terrain ici, ils se lancent sans réfléchir, ce qui me paraît fou, mais c'est comme ça que ça se passe ici. Ce dont je me souviens le plus, c'est la vue. Ce ranch offre des vues incroyables. Je veux dire, même ici, en descendant simplement cette colline, c'est tellement plus impressionnant en vrai, mais on peut voir 3 chaînes de montagnes ou 3 crêtes qui s'élèvent vers l'horizon, et c'est encadré par ce que j'appelle le Central Wash, une vue vraiment pittoresque. Mais quand on sort de cette vallée et qu'on arrive dans ce type de forêt native, la vue est vraiment, vraiment belle. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire une randonnée. Ce n'est pas une marche très longue. C'est parce que la propriété que j'ai fait un demi-mile carré, ce qui correspond à une demi-section ou 130 hectares, et elle fait un mile d'est en ouest, ce qui me rappelle d'ailleurs que je dois commencer à marcher le long de la limite de la propriété. J'ai cette habitude de vouloir aller vers le nord-ouest, en ayant l'impression d'y aller. Alors qu'en réalité je vais simplement vers l'ouest, mais ce n'est pas le cas. Mais l'un des moyens les plus simples de s'orienter ici, c'est que là-bas, c'est la montagne Eagle. Et je sais que ça ne va pas apparaître à la caméra, mais j'ai une vue parfaitement dégagée sur le dôme radar que la FAA exploite au sommet de la montagne. Je suis à presque exactement 4000 pieds. Ce sommet est à 7500 pieds. Et d'après ce qu'un passionné de géologie m'a dit dans un email, c'est l'une des montagnes qui s'élève le plus abruptement à l'est des Rocheuses. Et je vais être honnête, c'est un peu tiré par les cheveux, juste pour pouvoir dire quelque chose d'intéressant comme ici dans le comté de Hudspeth. La grande fierté du comté, c'est que nous avons le seul palais de justice en adobe des États-Unis. C'est cool, mais personne ne s'en préoccupe. Et je dois me couvrir le visage parce que le soleil va me brûler le nez. D'accord, regarde cette vue pendant que je passe la falaise. C'est tellement agréable. Okay. Voici mon ravin central. Regarde ça. Mais la vue est juste un peu obstruée. Tu peux voir mon camion garé sur la crête. Ça reste une très belle vue. Le ravin central, c'est là où je pensais d'abord faire tout mon travail. J'ai acheté la propriété parce que
Cela provient de toute la pluie qui est beaucoup plus susceptible de tomber là-haut sur les Eagle Mountains. Mais quand j'ai fait venir un entrepreneur, Nous pouvons construire tout ce que vous voulez, mais je vous le dis, s'il y a une bonne pluie, tout partira. il m'a expliqué à quel point j'étais fou de penser que c'était une bonne idée de dépenser beaucoup d'argent pour des travaux d'excavation. Dans un chenal de ruissellement comme celui-ci dans le désert, que tout va simplement être emporté et que c'est une perte de temps. Donc j'ai dû adapter mon plan et déplacer mon projet de forêt désertique là où vous avez vu mon camion garé. Mais je vais passer de l'autre côté de ce chenal de ruissellement et nous arriverons à la forêt désertique indigène. Très bien les amis, j'arrive au début. Une partie du ranch que vraiment je ne connais pas du tout, mais ce ravin je ne m'en souviens absolument pas. Et c'est incroyablement raide, il y a probablement une descente d'environ 5 mètres ici. Mais mec, regarde ce chenal d'écoulement. Il y a pas mal de courant sans que ce soit énorme. En commençant à marcher là-dedans, je suis presque sûr que ces bosquets d'ocotillos vont commencer à s'épaissir. Et c'est ça que je veux vous montrer, parce qu'en continuant à marcher, malheureusement je pointe vers le soleil, mais à l'écran vous verrez tous ces doigts étranges qui pointent partout. Et à mesure que je m'approche, ils poussent vraiment très serrés les uns contre les autres. Et je ne suis pas botaniste, mais c'est l'un des peuplements les plus denses que j'ai jamais vus. Je suis sûr que quelqu'un a une forêt plus dense, mais ce que je veux vous montrer, c'est à quel point ces plantes sont fascinantes. Et aussi leur taille. Donc, je suis dans ce bassin versant. Je peux simplement voir, grâce à l'augmentation massive de la densité et de la diversité des espèces, que ces plantes reçoivent beaucoup d'eau. Mais ce sont les ocotillos qui me disent tout ce que j'ai besoin de savoir. Je veux dire, ce truc-là fait facilement 4,50 m de haut. Je ne pense pas qu'il fasse 6 mètres, mais il fait facilement 4,50 m. Et ces ocotillos n'ont jamais reçu une goutte d'irrigation ni la moindre aide. Jamais. Ils sont absolument énormes. Et ce qui est vraiment génial avec ces plantes en compte, c'est qu'elles poussent là où presque rien d'autre ne peut pousser. Si tu regardes le sol sur lequel je marche, on l'appelle le pavement désertique pour une raison. C'est juste un tas de gravier tassés ensemble. Et les routes de mon ranch bouffent les pneus à une vitesse folle. Même les plantes les plus résistantes, comme ce créosotier, ont du mal à survivre. Tout ce que je trouve dans cette région, c'est du cholla, quelque sorte de cactus, et puis l'incroyable ocotillo. Et je me dis, voilà, tout est ici, là-haut. Ça commence à devenir vraiment dense. Tu vois tout sur cette ligne de crête. C'est complètement dominant. Et regarde ça. La taille de ces plantes de l'autre côté du ravin. Elles sont énormes. Je vais vous faire le tour pour que vous puissiez voir tous les ocotillos qui poussent. Maintenant, il y en a absolument partout qui poussent. Dans un environnement très rude. Maintenant, je me rappelle surtout ce plateau. Mon camion est tout là-haut sur la crête, pour vous donner une idée. Tout petit. Dans cette vue que je vous ai promise, j'espère que cela sera à la hauteur de vos attentes parce que j'adore le paysage. Si vous voyez ce ruban qui traverse l'écran horizontalement, juste là, c'est le Rio Grande et la vallée du fleuve Rio Grande. Et de l'autre côté, c'est le Mexique. Je me trouve à environ 10 km du fleuve, assez près de la frontière, mais pas à la frontière même.
Je filme ceci en hiver et vous pourriez penser, oh, ces choses qui ressemblent à des cactus n'ont pas de feuilles, simplement parce que c'est l'hiver. Mais vous vous tromperiez. Elles sont caduques, mais elles réagissent à la pluie. Et comme je suis dans une sécheresse exceptionnelle, ces ocotillos n'ont pas la moindre feuille. Je suis au milieu d'une immense étendue d'ocotillos. J'espère vraiment que ça rendra bien à la caméra parce que c'est probablement la meilleure vue, où il y a des ocotillos à perte de vue. Et je ne vois aucune trouée dans la végétation, pas depuis ce point de vue. Ça se termine quelque part par là-bas. Ça vous donne une idée des fleurs. Elles sont spectaculaires quand elles sont en fleurs. Elles sont d'un orange rosé éclatant. Elles sont tellement jolies. Après la pluie, elles font pousser des feuilles et on dirait presque qu'elles sont décorées. En rentrant au camp, je vais enfin commencer à construire une haie vive, une tâche sur ma liste depuis longtemps. Et nous allons essayer de le faire avec cette ressource très abondante sur le ranch. Je veux quand même faire attention car on peut très facilement tailler le cotillo. On ne peut pas en prendre beaucoup, pas plus de 30% de ces tiges, qu'on appelle des cannes. Ce n'est pas comme la plupart des plantes où l'on peut tailler de façon agressive, comme un arbre, et s'attendre à ce que ça repousse. Celle-ci préfère une taille douce, mais il est facile d'en faire trop. Une question qu'on me pose assez régulièrement concerne les gens qui cherchent du bois pour leur aquarium. Parce que je me tiens à côté d'un ocotillo mort et il laisse des motifs vraiment intéressants dans le bois. Je sais que certains en mettent dans leurs aquariums. Je les ai vus en ligne. Ils se vendent à environ 40 $. La matière organique ici est une ressource vraiment précieuse. Donc je détesterais retirer n'importe quel type de matière organique de mon ranch. J'ai besoin d'en ajouter. Je me demande vraiment s'il y a un marché pour ça. S'il y en a un, laissez un commentaire. Et si je vendais du matériel comme celui-ci provenant du ranch, cela viendrait avec une sorte d'engagement à ajouter une quantité multiple de matière organique pour la remettre sur le ranch. Je veux vraiment m'assurer que ce que j'ai est durable. L'un de mes principes fondamentaux, c'est l'abondance. Je sais que beaucoup de spectateurs accordent de l'importance à la durabilité, et je suis clairement d'accord avec ça. Je ne sais juste pas si je dirais que c'est durable. C'est quelque chose que je trouve excitant. C'est un peu comme vraiment n'importe quel aspect de ta vie. Si tu ne grandis pas, tu es en train de mourir. Et je ressens la même chose pour la gestion des terres. Soit je la laisse dans un meilleur état que je ne l'ai trouvé, soit je ne fais pas mon travail. Donc si je vendais des articles comme ceux-ci, je voudrais m'en assurer moi-même. Et il serait important que les spectateurs sachent aussi que cela viendrait avec une sorte d'engagement à ne pas simplement prendre ce qui est là, mais à s'assurer que nous augmentons l'abondance et que nous n'exploitons pas simplement une propriété bon marché. Voici encore un peu plus de bois d'ocotillo récolté. L'une des choses intéressantes à propos de l'ocotillo, c'est que c'est un indicateur très clair de la profondeur du sol. Il ne pousse que sur des sols très peu profonds à cause de son système racinaire. Il ne pousse pas comme la plupart des arbres qui essaient d'envoyer leurs racines aussi profondément que possible. Une chose que j'ai apprise en étant ici, c'est qu'il y a probablement eu 12 ou 15 jours de pluie en 2024, à peine un total de 5 pouces et demi. La pluie ne correspond pas toujours à ce que l'on imagine, surtout dans le désert. Du moins d'après mon expérience, la plupart du temps, la pluie n'est qu'une fine bruine à peine perceptible, si légère que l'eau n'arrive même pas à pénétrer la surface. Et si tu es à Ocotillo et que tu attends l'autre type de pluie du désert qu'on reçoit, qui est très rare mais qui régit notre vie, c'est-à-dire les inondations, la règle du désert, ta vie est gouvernée par l'eau. Soit tu n'en as pas du tout, soit tu en as beaucoup trop. Et l'ocotillo s'adapte à cela en ayant ses racines là où l'eau est la plus susceptible de se trouver. Donc même lors d'une sécheresse exceptionnelle comme celle que nous connaissons actuellement, tu peux voir l'ocotillo, ils ont tout fait pour se protéger. Quand ils ont des feuilles, elles ont un revêtement cireux, ce qui est très efficace pour lutter contre l'évaporation. Mais quand l'eau vient à manquer, l'ocotillo se débarrasse simplement de ses feuilles, parce qu'il continue malgré tout à perdre de l'eau à travers elles. Et la façon dont il parvient à survivre ici sur le long terme, c'est grâce à ses racines.
Et comme il y a encore de la croissance dessus, je parie qu'il a simplement été renversé par le bétail sauvage, ce qui en dit long sur les racines. Je veux dire, il n'y a vraiment pas grand-chose à cela. Il a cette écorce papyracée vraiment cool. Et tu vois ce motif de petite cavité que les gens aiment tant? Tu peux voir le bois mort commencer à se former juste là, où il y a ces poches à l'endroit où se trouvaient dans les épines. Tu remarques à quel point c'est silencieux ici? Je peux absolument tout entendre. Brandon était de retour au camp pendant que je m'éloignais. Il se trouvait à un demi-kilomètre de moi, sur un terrain vallonné, et je pouvais l'entendre utiliser une petite scie oscillante. Le son ici, surtout quand le vent est faible comme ça, porte très très loin. Si vous étiez ici, je pense que vous vous sentiriez aussi détendu, calme et paisible que moi en ce moment. Et c'est différent quand le vent se lève, mais ceci est un sentier de bovins sauvages à travers ma forêt d'Ocotillos. C'est vraiment difficile de venir ici parce que c'est à 9 heures de route de chez moi et je n'ai que 5, peut-être 6 jours par mois au ranch pour aménager ma forêt du désert. J'ai l'impression que ce n'est qu'une fois toutes les 3 ou 4 visites que je peux simplement aller me promener et profiter d'être ici. Et même si c'est janvier et je vous garantis que le vent va se lever ce soir et qu'il fera en dessous de 0. À la fin de la journée, quand la chaleur est à son maximum et que le soleil a brillé toute la journée, c'est difficile de ne pas être détendu. Voici une canne plus jeune pour en profiter. Voilà ma grande beauté. Je me demande vraiment quelle est sa hauteur. Je pense qu'elle fait environ 12 pieds. Je pourrais probablement faire voler mon drone pour la mesurer comme ça, mais... Aïe, oui, environ 12 pieds. Le drone est tellement bruyant. Ça gâche le fait d'être ici. D'accord, et voici le Socotios sur le lit central, l'un des plus grands. Pendant que je m'accroupis pour filmer les plantes et faire des gros plans, je peux m'entendre m'étirer, bouger mon tissu et mes bottes qui grincent juste un tout petit peu. Ce sont des sons que, en banlieue, tu n'entendrais jamais, jamais, jamais. Même si je ne peux pas dire que le bruit de tes vêtements qui grincent te manque vraiment. C'est vraiment un cadeau d'être dans un endroit où c'est si calme, que tu peux tout entendre. C'est drôle cette pierre, je croyais que c'était un vêtement posé là. Est-ce que c'est volcanique ou est-ce que ça a été brûlé? C'est brûlé, sûrement suite à un feu de broussailles. Ça a cet aspect décoloré et puis... Je ne sais pas. Si tu es géologue, dis-moi donc. J'aime l'agarita. J'ai eu l'occasion de goûter de la confiture d'agarita qu'un spectateur m'a envoyée et c'était fantastique. Je suis sûr que c'est très laborieux de récolter toutes ces petites baies, mais mes enfants ont vidé tout le pot en une journée. J'étais à la fois très content qu'ils aient aimé ça et très triste de ne plus en avoir.
J'espère que vous avez autant aimé regarder que moi cette promenade. J'espère aussi que la forêt désertique d'Ocotillo vous a plu et que vous avez peut-être appris quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous soutenez ma mission de créer une forêt désertique ici, dans l'endroit le plus isolé du Texas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et je vous retrouve dans le prochain épisode.